Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue au webinaire d'aujourd'hui que le BNQ est heureux de vous offrir là, dans le cadre de son 60e anniversaire. Donc, aujourd'hui, on va parler de normes et de certifications agroalimentaires. Avant de commencer la présentation, je m'appelle Alexandrine Huyotte et je suis conseillère industrielle au Bureau de normalisation du Québec depuis 2019. Aujourd'hui, je suis accompagnée de deux de mes collègues. Tout d'abord, Madame Geneviève Roy. Bonjour tout le monde. Donc, Geneviève est auditrice et responsable de programme pour plusieurs certifications agroalimentaires au BNQ. Elle a plus là, de 17 ans d'expérience en transformation alimentaire et en implantation de normes dans divers secteurs d'activité. On a également Mme Andréane Bilodeau. Bonjour. Donc, Andréane est agronome de formation et elle est au BNQ depuis 2006. Elle travaille comme auditrice et responsable de programme également, mais pour les certifications là, du domaine agricole. Donc, Andréane a une grande expertise en certification puisqu'elle a travaillé là, dans des organismes à vocation similaire à celle du BNQ avant de rejoindre l'équipe du BNQ. Donc, rapidement, voici le plan de la présentation. On va commencer avec une courte introduction sur le BNQ et venir préciser le rôle du BNQ lorsqu'on parle de certification agroalimentaire. Ensuite, nous allons vous présenter quelques programmes de certification et on va vous expliquer la marche à suivre pour faire affaire avec le BNQ. Donc, si par exemple, vous êtes une entreprise qui débute et souhaitez acquérir une formation, eh bien, on va traiter de cet aspect-là. Mais par contre, si vous êtes une entreprise qui détient déjà des certifications, qui souhaiterait obtenir d'autres certifications, ou encore si vous êtes certifié avec un organisme de certification autre que le BNQ et que vous aimeriez faire affaire avec nous, eh bien, on va vous expliquer là, la procédure à suivre pour, euh, pour bénéficier de l'expertise des collègues du BNQ. Donc, on va conclure avec une courte période de questions. On se réserve 10 minutes. D'ailleurs, là, si vous voulez poser vos questions, on vous invite à utiliser l'onglet questions-réponses, QR et Q&A, là, qui est au bas de votre écran. Sachez aussi que la présentation est enregistrée, donc on sera en mesure de vous faire parvenir l'enregistrement dans les jours qui vont suivre. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas le BNQ, une petite mise en contexte sur notre organisme. Donc, vous vous en doutez, là, le BNQ a été créé en 1961, mais nous sommes désormais une unité d'affaires d'Investissement Québec. Le BNQ, c'est plus de 65 professionnels avec une expertise technique et on collabore également avec un réseau de sous-traitants très qualifiés. Donc, le BNQ a un bureau situé à Québec ainsi qu'un bureau à Montréal, ce qui nous permet d'être actifs sur tout le territoire québécois et nous sommes également impliqués au niveau canadien et international. Depuis le tout début, la mission du BNQ, ça consiste à contribuer à l'essor économique et social du Québec. Donc, le BNQ travaille en concertation avec les milieux d'affaires industriels, sociaux et gouvernementaux afin d'élaborer des normes et des programmes de certification qui répondent aux besoins des différents secteurs d'activité. Le BNQ va élaborer des normes et des certifications qui vont favoriser, entre autres, l'innovation, l'amélioration de la qualité des produits et des services, ainsi que leur acceptation sur les différents marchés. Le BNQ travaille selon des méthodes qui sont reconnues à l'international, ce qui nous permet d'offrir les services suivants. Donc, nous avons tout d'abord une accréditation qui nous permet de faire l'élaboration de normes consensuelles. Nous faisons aussi l'élaboration de d'autres documents normatifs. Donc, on peut penser à des cahiers de charges ou des cahiers de charges privés. Le BNQ offre aussi un service de certification. Donc, la certification de produits, de processus, de services et de systèmes de gestion. Et la certification peut être faite selon des normes que le BNQ élabore ou encore selon des normes canadiennes, américaines ou internationales, comme la très connue norme ISO 9001 qui concerne la qualité. Le BNQ est aussi un organisme de vérification accrédité, ce qui nous permet de faire la vérification des déclarations d'émissions de gaz à effet de serre pour les entreprises qui sont assujetties à une réglementation. Le BNQ offre aussi le service d'évaluation des laboratoires. Donc, plus spécifiquement en agroalimentaire, souvent, certains vont vouloir obtenir là, une accréditation ISO 17025 auprès du Conseil canadien des normes. Donc, grâce à une entente avec le Conseil canadien des normes, eh bien, on peut vous offrir le service d'évaluation des laboratoires si vous souhaitez aller là, obtenir une accréditation. Et parallèlement à tout ça, étant donné que le BNQ est l'organisme mandaté par l'État pour animer les activités de normalisation au Québec, le BNQ prend en charge la gestion de comités en lien avec l'ISO.
Donc, le BNQ a développé une très grande expertise dans plusieurs secteurs d'activité, notamment en agroalimentaire. Là, c'est le cœur de la présentation d'aujourd'hui. Mais aussi, nous avons des normes et des certifications en environnement. On peut penser, par exemple, à la certification ISO 50001 qui concerne la gestion de l'énergie et qui gagne de plus en plus en popularité. Ensuite, nous avons des normes et des certifications pour les secteurs de la foresterie, des infrastructures, aussi là, des programmes qui vont viser à, à assurer la protection des consommateurs. Et finalement, le BNQ a développé une expertise en santé et mieux-être au travail. Donc, nous offrons des normes et des certifications qui permettent de mettre en valeur les bonnes pratiques au niveau de la gestion des ressources humaines, ce qui est d'intérêt là, plus particulièrement lorsqu'on vit des enjeux de main-d'œuvre et les entreprises, là, ils font toute face actuellement. Donc, ça peut être pertinent aussi d'utiliser ces normes et ces certifications. Concrètement, quand on arrive dans le secteur agroalimentaire, les gens font appel au BNQ et fréquemment, on se fait demander quel est notre rôle et à quel moment le BNQ peut intervenir. Donc, pour une entreprise comme la vôtre, c'est important de comprendre qu'il y a deux aspects. Tout d'abord, il y a l'aspect qui est réglementaire. Donc, l'aspect réglementaire, c'est basé sur des lois et des règlements. Donc, à ce niveau-là, le BNQ ne peut pas intervenir. Donc, par exemple, si vous avez des opérations au niveau local, eh bien, vous allez devoir vous conformer aux exigences de la MAPAC, donc le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec. Si vous avez des opérations au niveau canadien ou encore si vous exportez à l'extérieur du pays, eh bien, vous devez vous conformer aux exigences de la CIA, donc l'Agence canadienne d'inspection des aliments, qui oblige l'application du règlement sur la salubrité des aliments au Canada. Donc, en aucun temps, le BNQ n'intervient dans cette portion réglementaire et c'est aux entreprises de s'assurer qu'ils se conforment aux lois et aux règlements en vigueur qui sont applicables à leurs activités. Le BNQ peut intervenir dans ce qui est la partie d'application volontaire. Donc, que ce soit parce que vous souhaitez mettre de l'avant vos bonnes pratiques de gestion ou encore parce que vous souhaitez vous démarquer de vos compétiteurs ou tout simplement parce que des clients vous demandent d'aller chercher des certifications supplémentaires, eh bien, à ce niveau-là, le BNQ peut vous aider. Et là, encore une petite nuance à faire, c'est que le BNQ n'intervient pas dans la portion d'implantation des exigences d'une norme. Donc, vous devez le faire soit à l'aide de vos ressources ou utiliser les ressources externes comme des consultants. Et lorsque vous êtes prêt à vous faire certifier, c'est-à-dire si vous pensez être conforme aux exigences d'une ou des normes, eh bien là, vous pouvez faire appel au BNQ. Donc, le BNQ agit à titre de tierce partie indépendante et impartiale qui vient auditer vos pratiques en entreprise pour en évaluer si elles sont conformes ou non par rapport aux normes que vous avez sélectionnées. Vous voyez aussi en haut là, le carré de JFSI. Donc, les certifications reconnues de JFSI sont partie intégrante là, des certifications volontaires. Donc, la JFSI, c'est Global Food Safety Initiative, en français, l'Initiative mondiale de salubrité des aliments. Donc, à ce niveau-là, pour votre information, la GFSI, c'est vraiment un regroupement de détaillants d'envergure qui se sont réunis afin de pouvoir limiter le nombre d'audits, les audits multiples, en fait, qui pourraient survenir chez leurs fournisseurs. Donc, ils vont évaluer des référentiels et reconnaître des certifications, ce qui va permettre là, de rehausser les standards, d'uniformiser les exigences entre les différentes certifications de GFSI et faciliter là, le commerce, étant donné que les certifications de GFSI bénéficient d'une bonne reconnaissance à l'international. Donc, des exemples de certification, vous en voyez quelques-unes à l'écran. Donc, sans toutes les nommer, là, le BNQ offre parmi ses certifications les suivants. Donc, nous offrons la certification A7, Canada GAP, ISO 22000, FSSC 22000 et SQF. Donc, si vous vous demandez quelle certification choisir ou encore par où commencer, eh bien, la première étape, ça va être d'identifier vos besoins. Donc, identifier ses besoins, il faut se poser quelques questions clés. Donc, on peut penser à quels sont vos produits, quels sont vos marchés actuels, quels sont vos marchés visés pour plus tard,
qui sont vos clients, pour qui souhaiteriez-vous être fournisseur éventuellement, quelles sont vos ressources internes, externes, budgétaires. Donc, pour vous aider dans votre réflexion, on va vous présenter quelques programmes et on va commencer par la base avec le programme ACEP. Donc, à toi, Geneviève, je te laisse nous expliquer ce programme. Merci, Alexandrine. Donc, le ACEP, le Hazard Analysis Critical Control Point, en français, l'analyse et la maîtrise des points critiques, l'analyse des dangers, pardon. Donc, je suis certaine que tout le monde là, a déjà entendu parler de ça, tout le monde qui est dans l'alimentaire. C'est très bien connu. C'est la base là, de toutes les certifications en agroalimentaire qui concernent la sécurité alimentaire, la salubrité d'aujourd'hui, incluant les normes de niveau GFSI ou reconnues par la GFSI, dont on va discuter un petit peu plus loin. Donc, c'est une méthode là, qui est utilisée de façon internationale, qui a été bâtie par le Codex Alimentarius il y a plusieurs années, qui est une méthode qui, en fait, consiste à identifier, évaluer et puis maîtriser les dangers significatifs là, qui menacent la sécurité des aliments que l'on produit dans notre usine. Donc, comme Alexandrine l'a mentionné un petit peu plus tôt, c'est une certification qui est volontaire et non pas réglementaire, même si elle se base sur une approche, dans ce cas-ci au BNQ, de la CIA. En fait, notre référentiel ACEP est basé sur l'approche du PASA, que plusieurs connaissent assurément. Et dans le fond, cette approche-là de la CIA, elle a été mise en œuvre là, par la CIA pour guider les parties réglementaires à se conformer aux exigences du RSAC. Et puis, c'est cette base-là que l'on utilise, qu'on a modifiée un petit peu et puis qui est disponible sur notre site Internet gratuitement pour évaluer là, la conformité au système ACEP, à notre norme BNQ ACEP. Donc, c'est un référentiel, comme on disait, qui est assez simple et puis qui va être facilement mis en œuvre là, par les entreprises qui débutent, en fait, avec une certification. Rapidement, si on regarde ce que c'est en gros le ACEP, je suis certaine qu'il y en a plusieurs là, qui connaissent tout ça, mais quand même, on va passer un petit peu chaque point là, rapidement pour les personnes qui débutent. Donc, on a deux grands volets dans une certification ACEP. On a ce qu'on appelle les programmes préalables et puis les plans ACEP comme tels, ou le plan ACEP, ça peut dépendre là, selon les produits fabriqués. Il peut y avoir un seul plan ACEP ou plusieurs plans dans votre entreprise. Donc, si on débute par les programmes préalables, on a 7 sections, donc vous voyez la liste ici à l'écran. Si on regarde au niveau des locaux, brièvement, c'est qu'on veut s'assurer que notre bâtiment, autant extérieur là, que nos locaux intérieurs, sont adaptés à nos activités. Donc, on veut que notre bâtiment permette de restreindre là, on va dire, l'accès à la vermine, par exemple, que les matériaux utilisés ne vont pas contaminer nos produits, qui soient, par exemple, exempts de rouille, qui soient lavables, qui soient lisses. Donc, c'est des éléments qui sont inclus dans notre programme préalable, qu'on fait en premier, en fait. Avant même d'établir nos plans ACEP, on débute par les programmes préalables. La deuxième section, qui s'appelle véhicules, banques et transport. Là-dedans, on a aussi la réception, l'entreposage, l'expédition. On va essayer de contrôler tout ça, tout ce qu'on a mentionné. Et également, c'est dans cette section-là qu'on va approuver nos fournisseurs, s'assurer qu'on a des spécifications et qu'on contrôle nos intrants, nos ingrédients qui vont entrer dans la fabrication de nos produits. La troisième section, qui est équipement, ou maintenant on l'appelle véhicules et matériels dans la nouvelle version, avec le RSAC. Donc, dans cette section-là, on va gérer là, la conception de nos équipements, on va s'assurer que c'est adéquat. Encore une fois, au même titre que nos locaux, on veut que ce soit adéquat pour la fabrication d'aliments. On va aussi contrôler là, la maintenance qu'on fait sur ces équipements-là, surtout la maintenance préventive, comment il faut s'occuper de nos équipements pour qu'ils soient adaptés, comme on l'a dit.
On va aussi parler d'étalonnage, de calibration pour certains d'entre eux là, dans cette section-là. La quatrième section, qui est la section personnelle, vous en doutez, c'est une section qui est extrêmement importante, qui traite principalement du programme d'hygiène. On parle de bonnes pratiques manufacturières, bonnes pratiques de fabrication. Donc, tout ce qu'on va donner comme formation à nos employés pour qu'ils soient en mesure de bien faire leur travail, aussi sur le plan technique, particulièrement s'ils ont des CCP à surveiller. On veut qu'ils soient bien formés et puis qu'ils sachent comment bien faire leurs tâches. Ensuite, on parle de nettoyage et d'assainissement. Sans surprise, on veut avoir un programme qui est écrit, qui détaille comment on doit laver nos équipements et incluant des procédures de démontage si c'est applicable. On veut savoir qui nettoie les équipements, à quelle fréquence. Donc, tout ça, ça doit être détaillé. Et puis, on a le volet aussi lutte antiparasitaire qui est souvent fait par une firme externe. On va souvent engager un fournisseur pour gérer tout ça, mais ça fait partie des programmes préalables que l'on doit établir avant même d'évaluer tous nos dangers. L'avant-dernier, on parle de système de rappel. Également, une section qui est très, très importante. On parle de traçabilité. À ce niveau-là, on a des éléments aussi réglementaires à respecter. Hein. Toute entreprise doit être capable de tracer une matière première, savoir exactement dans quel produit on l'a mis et à qui on a vendu nos produits finis, à quel client. On doit aussi avoir un programme de rappel qui est écrit. En fait, malheureusement, si ça arrive, un rappel, il faut qu'on soit prêt, il faut qu'on ait des procédures écrites. Ce n'est pas le moment de chercher des numéros de téléphone puis qui fait quoi. Donc, on doit avoir tout ça de déterminé, d'écrit dans nos programmes. C'est une base. Le dernier élément, là, au niveau des programmes préalables, ce sont les programmes préalables opérationnels. On va parler plus particulièrement des allergènes dans ces programmes-là. On veut contrôler, ça va toucher plein de domaines. En fait, ça va toucher les matières premières. On va contrôler notre séquence de production. Parfois, ça va toucher aussi la contamination croisée, donc nos programmes de formation. Plusieurs éléments, évidemment, qu'on veut contrôler par rapport aux allergènes. On va parler aussi des contaminants physiques. Donc, c'est dans ces programmes-là qu'on va parfois avoir des détecteurs de métaux, des détecteurs rayons X, des tamis, etc. On va avoir aussi des procédures de contrôle du verre, plastique cassant, des éléments comme ça, pour pouvoir nous aider à contrôler nos matières étrangères physiques. On va aussi regarder ce qui se passe du côté des dangers chimiques en contrôlant, là, entre autres, les additifs alimentaires, tout ce qui est réglementé avec des limites maximales là, qui sont établies. Donc, il faut s'assurer qu'on contrôle tout ça et qu'on maîtrise l'ajout de ces ingrédients-là à nos aliments. Donc, ce sont les programmes préalables très rapidement, bien sûr. On parle maintenant des plans ACEP. Ça, je pense que c'est très connu. C'est l'analyse là, vraiment des dangers, comme je l'ai mentionné, biologiques, chimiques et physiques pour chaque intrant, chaque matière première qui entre dans notre usine. On va s'assurer qu'on analyse quels sont les dangers qui y sont reliés. Et ensuite de ça, chaque étape de notre procédé, en allant de la réception des matières premières jusqu'à l'expédition, on veut s'assurer qu'on a identifié tous nos dangers, puis on va déterminer comment on les contrôle. Et possiblement qu'on va arriver avec des CCP, des points de contrôle critiques. Donc, il va falloir établir des limites critiques à ne pas dépasser et à surveiller avec un plan de surveillance qui surveille, quand on surveille, comment on surveille. Donc, en gros, c'est un peu ce qu'est le système de certification ACEP, en fin de compte. Il y a plusieurs avantages à la certification ACEP. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le fascicule de certification est gratuit. On a d'ailleurs émis récemment là, un nouveau fascicule BNQ, comme je l'ai dit, basé sur le PASA 2021.
qui est disponible gratuitement. Pour les gens qui sont déjà certifiés avec le BNQ, je sais qu'il y en a peut-être aujourd'hui qui écoutent, soyez sans crainte, on certifie toujours selon le PASA version 2014, donc le manuel. Mais au courant de la prochaine année, en temps et lieu, vous recevrez là, un avis de transition. Donc, on va faire la transition vers la norme BNQ d'ici quelques mois, ou en tout cas dans la prochaine année à tout le moins, mais vous en serez informés, ne vous inquiétez pas. Et il n'y a pas beaucoup de différence non plus, là, donc il n'y aura pas de crainte à avoir de ce côté-là. Donc, ACEP qui est vraiment un tremplin pour d'autres normes internationales dont on va discuter un petit peu plus loin et adapté pour les petites entreprises là, avec peu de ressources, on va dire, humaines aussi, parce qu'il y a des qualifications qui sont quand même minimales là, pour les responsables de système. Maintenant, je vais passer la parole à ma collègue Andréane qui va vous parler un petit peu du programme Canada Gap. Merci Geneviève. Donc, Canada Gap, c'est un programme qui a été élaboré par le Conseil canadien de l'horticulture au début des années 2000 en vue de fournir des directives générales sur la salubrité des aliments en matière de production et de manipulation des produits horticoles. C'est un programme privé d'inspection des pratiques de salubrité et d'hygiène dans les exploitations qui produisent ou manipulent des fruits et légumes frais. C'est donc un programme qui est destiné aux exploitations agricoles qui font la production et l'emballage des fruits et légumes, mais aussi aux entreprises qui font du remballage, de la distribution et du courtage de fruits et légumes. Ça ne s'adresse pas aux entreprises qui font de la transformation de ces produits-là. Les référentiels pour la certification Canada Gap sont 2 guides. Donc, un qui concerne les fruits et légumes cultivés en champ et l'autre pour les fruits et légumes cultivés en serre. Ces 2 guides sont disponibles gratuitement sur le site web de Canada Gap et ils constituent une base solide pour la mise sur pied des bonnes pratiques agricoles et aussi des bonnes pratiques de fabrication au sein de votre entreprise. Ils sont fondés sur une analyse rigoureuse des risques de contamination chimique, physique et microbiologique selon les 7 principes ACEP dont Geneviève vous parlait un peu plus tôt. Les modèles génériques ACEP pour 6 groupes de cultures ont été élaborés et sont mis à jour annuellement par Canada Gap. Et ces modèles génériques ACEP représentent, c'est le canevas technique pour élaborer les exigences et les procédures détaillées qui se trouvent dans les 2 guides Canada Gap. Les exigences du programme sont réparties en 24 sections dans les 2 guides et couvrent des exigences sur le matériel de démarrage, l'emplacement du site de production, les bâtiments, les intrants, les produits chimiques à usage agricole, les équipements de site de production, les équipements techniques, les fournitures d'entretien. Il y a les installations sanitaires, la formation du personnel, la politique pour les visiteurs, la vermine. On va aussi couvrir le tri, le classement, l'entreposage, le transport et en plus de ça aussi la traçabilité, bien évidemment, la protection des aliments et la fraude alimentaire. Donc, comme vous pouvez le voir, là, ces exigences du programme Canada Gap sont basées sur les programmes préalables d'un système ACEP. Donc, les 2 guides. Le premier guide pour les fruits et légumes frais cultivés en champ, la portée de ce guide-là couvre la production et l'emballage, mais également le remballage, commerce en gros et courtage chez les distributeurs et courtiers de fruits et légumes. Donc, on va retrouver là-dedans les exigences au niveau de la production, emballage, entreposage de pommes de terre, les légumes feuilles et crucifères, donc tout ce qui est laitue, fines herbes, choux, brocolis, etc. Les petits fruits, donc fraises, framboises, canneberges, mûres, les fruits de verger et de vigne, donc les pommes, poires, raisins, kiwis. La catégorie des légumes combinés, elle est beaucoup plus large. Elle englobe les asperges, le maïs sucré, des légumes racines et à bulbes, des légumes fruits, et, etc. Donc, la liste complète de tous les produits qui sont couverts est indiquée là, à la page 1 de ce guide-là. Les 2 guides produits de champ et de serre couvrent aussi des exigences pour les activités de remballage, commerce en gros et courtage. Donc, tous les fruits et légumes qui poussent au Canada, mais aussi à l'extérieur
du pays peuvent être inclus dans la portée de certification pour ces activités-là de remballage, commerce en gros et courtage. Mais ce n'est pas le cas des activités de production et d'emballage où seuls les produits qui sont énumérés là, sont couverts par la certification. Le guide de produits de serre couvre les exigences pour la production, l'emballage, l'entreposage des tomates, concombres, poivrons, aubergines, légumes feuilles, à l'exception des micro-pousses, des herbes fraîches, les fleurs comestibles et les fraises. Donc, les produits qui ne sont pas dans cette liste-là ne peuvent pas pour le moment être certifiés Canada-GAP. Par exemple, des radis ou des haricots qui seraient produits en serre. On ne peut pas les certifier pour le moment, mais il y a des demandes d'extension qui peuvent être présentées à Canada-GAP là, et qui font l'objet d'analyses, d'études pour pouvoir éventuellement les inclure. Il existe d'autres normes qui sont reconnues de GFSI qui couvrent ces produits-là, dont, par exemple, SQF, dont Geneviève va vous parler un peu plus tard. Le programme offre 5 options de certification. Il y en a 3 qui sont reconnues de GFSI. Vous les voyez avec un petit crochet là, sur la diapositive. Les options A1 et A2 sont basées sur un cycle de certification aux 4 ans. Donc, pendant la période de 4 ans, il va y avoir un audit sur site qui va être effectué et il va y avoir des listes de contrôle d'auto-évaluation qui vont devoir être complétées par les entreprises et soumises au BNQ pendant les 3 autres années. Pour les options reconnues du GFSI, les audits ont lieu à une fréquence annuelle pour assurer un meilleur contrôle. Ceci donne l'occasion aux entreprises qui s'adonnent à la production, comme les agriculteurs ou encore aux entreprises de manipulation et de courtage, d'obtenir une certification qui est reconnue à l'échelle internationale. Pour faire le choix de votre option de certification, vous devez vérifier auprès de vos acheteurs c'est quelle option leur convient. Donc, le choix de l'option est souvent dicté selon le niveau de risque du produit. Pour les produits à plus haut risque, par exemple, les légumes feuilles ou les petits fruits, c'est souvent des options, des audits annuels qui s'imposent. Les mêmes exigences de certification vont s'appliquer à toutes ces options de certification-là. Donc, ce sont les 2 mêmes guides dont je vous parlais tout à l'heure qui s'appliquent. La visite de contrôle doit être effectuée à un moment où l'entreprise est en période d'activité. Donc, on doit être en mesure d'aller voir la récolte, les environs des champs. On doit pouvoir interroger les employés, les observer, vérifier leurs pratiques. On doit pouvoir vérifier la fourniture des équipements sanitaires, les stations de lavage de mains, discuter avec le responsable du système de salubrité, discuter avec les employés. Donc, un audit dure généralement 4 heures pour les exploitations agricoles, peut aller jusqu'à 5 à 6 heures selon la grosseur de l'exploitation. Pour ce qui est des remballeurs et distributeurs de fruits et légumes, la durée minimale est de 7 heures. L'auditeur va utiliser une liste de contrôle pour toutes ces options de certification-là. Donc, les questions à poser se trouvent dans cette liste-là. Et en fonction de la conformité des réponses, il va y avoir une note qui va être attribuée à la fin de l'audit. La note de passage est de 85 pour les options qui ne sont pas reconnues du GFSI et de 100 pour les options qui sont reconnues du GFSI. Donc, les entreprises qui n'obtiennent pas la note de passage doivent suivre le processus de mesure corrective pour l'atteindre. Je vais laisser la parole à Geneviève maintenant qui va vous présenter les autres normes reconnues du GFSI qui sont en demande au BNQ. Merci, Andréane. Donc, on va passer maintenant à la norme FSSC 22000 qui est offerte au BNQ et qui se base sur la norme ISO du même nom, le ISO 22000, qui est le management de la sécurité des denrées alimentaires. Donc, ce programme-là propose 8 catégories à certifier. On peut certifier des élevages d'animaux. Évidemment, la fabrication de produits alimentaires. Donc, on parle de produits périssables, soit végétaux, animaux ou mixtes. On parle aussi de produits alimentaires qui sont stables à température ambiante. On va pouvoir certifier des aliments pour animaux avec le FSSC. On a également restauration, commerce de gros et de détail. On peut certifier des établissements de transport et d'entreposage, de production d'emballage alimentaire, qui est soit dit en passant une catégorie qui est en très forte croissance là, dans les 2 ou 3 dernières années. Et puis, finalement, il y a la catégorie de production de produits biochimiques. Sachez qu'il y a aussi là, la possibilité de couvrir la gestion de la qualité quand on ajoute les exigences de la norme ISO 9001.
D'ailleurs, là, pour les entreprises qui ont déjà en place un système de gestion de la qualité ISO 9001 ou toute autre norme ISO, en fait, ça va être très intéressant d'opter pour la norme FSSC 22000 puisque cette norme-là a le même, si on veut, tronc commun. Tout le tronc commun d'ISO, je vais vous le présenter un petit peu plus tard, donc est commun. Donc, ça va être facile d'aller joindre les exigences spécifiques du 22000 à toute norme ISO. Et également, je voulais vous mentionner que la norme ISO 22000, en passant, qui est également disponible comme certification BNQ, gère le management de la sécurité des aliments également. Par contre, elle n'est pas une norme qui est approuvée par le GFSI. Et c'est la différence entre le ISO 22000 et le FSSC 22000, en fait. C'est à cause des exigences additionnelles du FSSC 22000 que l'on peut être approuvé par le GFSI. Et puis, bien sûr, la norme FSSC 22000, tout comme le Canada GAP et toutes les autres normes GFSI, va inclure des exigences d'un système ACEP. Donc, c'est toute la même base. Donc, le protocole FSSC 22000 est un petit peu plus complexe, on va dire, dans son application que la norme ACEP. D'abord, on a 3 documents d'exigence. Donc, c'est important de le savoir et de ne pas en oublier. Comme je l'ai mentionné et comme son nom l'indique, la base de la norme, c'est la norme ISO 22000 en version 2018 de notre côté. C'est une norme qui n'est pas gratuite. Plusieurs personnes ne le savent pas non plus. Il faut l'acheter directement sur le site du ISO. Donc, c'est une norme qui n'appartient pas, par exemple, au BNQ. On ne peut pas vous la transmettre, là, même quand vous signez un contrat avec nous. Vous devez l'acheter directement sur le site d'ISO. Il y a également une spécification technique qu'on appelle toute la série ISO TS 22002. Vous voyez à l'écran là, à droite, là, je vous ai mis la série. C'est ce qu'on appelle les programmes prérequis, en fait, qui est l'équivalent des programmes préalables du ACEP. Et pour chacune des catégories dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt, vous allez voir, il y a une spécification technique qui est spécifique, là, en fin de compte, à la catégorie. Et vous devez évidemment mettre en œuvre, implanter ces exigences-là également. Et le troisième volet de la certification, c'est ce qu'on appelle les exigences additionnelles de FSSC 22000 et c'est ce qui fait en sorte que c'est une norme qui est approuvée par le GFSI. Cette partie-là est disponible gratuitement sur le site de FSSC et en fait, ça consiste en 15 exigences pour la version 5.1 additionnelle qui doivent être mises en œuvre si applicable. Donc, je vous en parlais tout à l'heure du tronc commun d'ISO. On a ici, c'est ce qu'on appelle le cycle PDCA, en anglais Plan, Do, Check, Act. En français, planifier, réaliser, vérifier et agir. On l'appelle aussi la roue de Deming. Dans certains cas, je suis certaine que plusieurs d'entre vous en ont entendu parler, même en amélioration continue. C'est un principe de base. Donc, vous avez chacun des chapitres ici de l'ISO 22000 qui est commun à toutes les normes ISO. On commence d'abord par établir le contexte de l'organisme. Quels sont les enjeux? Là, souvent, ça va passer par une analyse des forces, faiblesses, menaces, opportunités. Quels sont les enjeux qui peuvent affecter mon système de management de la sécurité alimentaire? Et ensuite, quelles sont les actions qu'on va planifier, qu'on va mettre en œuvre pour aller supporter là, ce contexte-là de l'organisme et également au niveau du leadership, on va établir une politique qualité, des objectifs. Donc, on va planifier des actions pour aller supporter tout ça. Et le chapitre 7 qui s'appelle support, on va s'assurer en fin de compte là, que notre haute direction nous fournit les ressources nécessaires pour être en mesure de réaliser toutes nos activités dans notre bloc 8. Ça, c'est vraiment ce qu'on fait dans notre
quotidien, en fin de compte, nos opérations quotidiennes de fabrication d'aliments. Donc, dans cette partie-là, on va retrouver notre plan ACEP, toutes nos surveillances, tout ce qu'on fait au quotidien. Ensuite, dans le troisième bloc, on va venir vérifier donc l'évaluation des performances. On a des audits internes, on a toutes sortes de vérifications que l'on doit faire dans notre norme FSSC pour s'assurer qu'on réalise correctement là, nos produits. Et en dernier lieu, on a notre chapitre 10 d'amélioration continue. Donc, on va venir faire les modifications en fin de compte là, qui doivent être faites si on se rend compte que notre performance n'est pas bonne, pour revenir replanifier à nouveau, dans le fond, nos actions pour être en mesure de toujours s'améliorer. Donc, c'est la base des normes ISO et c'est ce qu'on connaît, ce qu'on voit dans le FSSC 22000 également. Pour ce qui est de la spécification technique, programme prérequis, je ne passerai pas au travers de tout, mais je vous ai mis juste à titre indicatif là, la table des matières, en fin de compte, du ISO TS 22002-1 qui s'applique pour la fabrication des aliments. Donc, vous voyez que c'est divisé autrement que les programmes préalables du ACEP, mais c'est très semblable en fait. Là, ça concerne là, toutes les mêmes 7 sections que l'on a vues tout à l'heure dans le ACEP, simplement divisé d'une autre manière. Et puis, à cela, on va venir ajouter, comme je l'ai dit tantôt, les exigences additionnelles, les 15 exigences. Les exigences qui sont majeures, ce sont entre autres tout ce qui touche la défense alimentaire, la fraude alimentaire. Hein, Andréane en a parlé tout à l'heure dans le GFSI. Ce sont des exigences dans le Canada GAP, pardon, ce sont des exigences du GFSI. Donc, c'est pour ça qu'elles ont été ajoutées en exigences additionnelles. Donc, voilà pour le FSSC, cette brève présentation. Je vous parle maintenant du SQF. Programme SQF, Safe Quality Food. C'est un programme qui est en croissance, je dirais, ici en Amérique du Nord, en fait. C'est 13 codes qui sont eux aussi, évidemment, basés sur la méthodologie ACEP. Ça inclut 12 codes de salubrité et on a également là, un code qualité qui est l'équivalent, si on veut, du ISO 9001. Anciennement, on l'appelait le SQF de niveau 3. Peut-être qu'il y en a qui ont déjà entendu ça dans le passé. Maintenant, c'est vraiment un code qui est séparé des autres et c'est le code qualité SQF. Sachez qu'il faut d'abord avoir mis en œuvre là, un code de salubrité auquel, si on le souhaite, on peut ajouter le code qualité. Le SQF est divisé en 13 codes parce qu'il y a également 31 catégories. Hein, tantôt, on disait qu'FSSC avait 8 catégories. SQF est très, très segmenté pour une meilleure adaptation là, des exigences à l'industrie. Et sachez également que les auditeurs doivent être qualifiés spécifiquement dans ces catégories-là également. Donc, ça peut peut-être être une contrainte dans une certaine mesure là, si on a plusieurs catégories de produits dans notre usine. Un avantage d'SQF, c'est qu'on couvre toutes les étapes de la chaîne alimentaire là, et vraiment, on a la production primaire là, comme Canada GAP. En fait, les catégories qui étaient exclues du Canada GAP, dont Andréane a parlé tout à l'heure, pour les micro-pousses, les graines germées, sachez que si, par exemple, un client là, vous demande une certification de GFSI, vous pouvez vous certifier SQF. Pour ces produits-là, il y a une nouvelle catégorie qui est la catégorie 2 qui s'appelle culture intérieure. Donc là, on entend tout ce qui est culture de serre, peu importe, il n'y a pas dans ce cas-ci de produits spécifiques comme dans Canada GAP. Donc, vous pourrez être certifié avec le SQF dans ce cas-ci. Je vous montre un extrait, encore une fois, là, du code de fabrication des aliments. Vous avez là toutes les catégories qui sont incluses dans ce code. Et je vous explique aussi que le SQF est toujours divisé en modules. Pour chaque catégorie, peu importe laquelle, on va toujours avoir le module 2 qui s'appelle éléments d'un système SQF. Donc, ce sont les éléments de base à mettre en œuvre qui vont être communs à tous les codes SQF.
Et ensuite, on va avoir un module spécifique qui est en lien avec notre catégorie, un module de bonne pratique. Tantôt, on parlait des programmes prérequis pour FSSC, des préalables pour ACEP. C'est un petit peu l'équivalent dans SQF. Là. Donc, on va avoir ici, dans ce cas-ci, pour toutes ces catégories-là, on aura le même module qui est le module 11 pour la transformation des aliments, mais il y a plusieurs autres modules dans les codes différents qui seront audités là, selon votre catégorie ou vos catégories. Je termine avec ça pour SQF. Dans les avantages, on a évidemment que les codes sont gratuits, sont disponibles sur le site du sqfinstitute.com, sqfi.com. Également, SQF offre souvent des outils gratuits en ligne, des formations, toutes sortes de webinaires. Il y a beaucoup de guidance documents aussi sur le site d'SQF pour vous aider. Sachez aussi que SQF est souvent considéré comme une norme là, plus facile à implanter parce que les points d'exigence sont assez directifs, on va dire. Donc, c'est facile à comprendre ce que l'on doit mettre en œuvre. Petit point particulier à SQF, vous avez une cote de certification, donc une note à la fin de l'audit, ce qui est différent du ACEP ou du FSSC pour lesquels on va être soit certifié ou pas certifié. Dans SQF, c'est vraiment une note. Tout le monde part avec un pointage de 100 points et chaque non-conformité fait diminuer les points. Et c'est possible qu'on se rende à un pointage là, entre 70 et 85, où est-ce qu'on devrait avoir 2 audits par année, donc ce qu'on appelle un audit de surveillance. Donc, c'est quand même une particularité du SQF. Et notre cote, notre note est publique, sera sur le site de SQF. Donc, nos clients pourront savoir comment on était bon ou moins bon cette année dans notre audit. Alors, pour revenir un petit peu sur ce que Alexandrine a dit au tout début, comment on fait pour choisir quelles normes on veut mettre en place? Là, je vous parle plus particulièrement de mes 3 normes qui s'adressent plus à la transformation. Premièrement, n'oubliez pas de consulter vos clients majeurs qui ont parfois là, des exigences particulières. Deuxièmement, prenez le temps de lire les normes. Parfois, les gens ne prennent pas ce temps-là et font un petit peu un saut là, sur ce qui doit être mise en œuvre. Sachez qu'on ne peut pas dire moi, je ne mets pas cette exigence-là en œuvre parce que je n'ai pas le temps ou je ne peux pas. Ça fait partie du programme de certification, donc il faut tout mettre en œuvre. Prenez la décision en équipe puis faites l'analyse en équipe. Ça, c'est un point majeur. C'est une bonne base pour commencer. Puis, évidemment, évaluez vos ressources, là, surtout ressources humaines. On sait que tout le monde manque d'employés, manque de temps. Ça prend du temps à mettre en œuvre ces systèmes-là. Et ressources financières également, évidemment. Là, des fois, il va y avoir des modifications à faire au bâtiment, aux équipements, aux processus. Donc, prenez le temps de regarder tout ça. Et pour finir, pour comparer un petit peu nos programmes, pour résumer, en fait, compte le ACEP, là, ça s'adresse là, particulièrement aux gens qui débutent dans un processus de certification. Ça va être beaucoup plus facile à implanter que les 2 autres normes qui sont de niveau GFSI. Le ACEP et le FSSC ont des cycles de certification de 3 ans. On va débuter avec un audit de certification initiale ou recertification. Les 2 autres années seront des audits de maintien qu'on appelle, mais c'est quand même une visite par année. SQF, de son côté, va avoir un certificat qui est valide pour 1 an seulement et on va toujours être en recertification. Donc, c'est possible que pour FSSC ou ACEP, les audits de maintien soient plus courts en durée que dans le cas d'SQF. Le SQF, ça va toujours être la même durée. Et comme on a dit un peu plus tôt, c'est possible que le SQF soit plus facile à implanter dans le sens de comment la norme est écrite. Par contre, si on a déjà une norme ISO dans l'entreprise, ça va être plus facile d'y aller avec un FSSC 22000. Alors là-dessus, je pense que j'ai assez parlé. Je vais maintenant céder la parole à ma collègue pour vous expliquer comment obtenir une certification au BNQ si vous êtes rendu là. Oui, donc la première étape avant de commencer un processus de certification,
et de l'implanter, en fait. Donc, comme vous le mentionnez, Geneviève, le temps d'implantation d'un programme peut être plus ou moins long selon la norme que vous voulez implanter. Ça peut aller jusqu'à 12 mois. Donc, cette étape-là peut être faite avec l'aide ou pas d'un consultant et le BNQ ne va pas intervenir à cette étape-là. Donc, comme organisme là, de certification tierce partie, le BNQ ne peut pas offrir de service de consultation. Ça, Alexandrine vous l'a aussi mentionné en début de présentation. Nous, au BNQ, va commencer quand vous allez être prêt à entamer le processus là, de certification. Donc, que ce soit pour une demande de certification initiale, pour un changement de registraire ou d'organisme de certification, on doit compléter une demande de certification. Donc, pour les programmes ACEP, FSSC 22000 et SQF, ce formulaire-là est disponible sur le site web du BNQ. Pour le programme Canada Gap, on parle d'une demande d'adhésion qu'on doit faire via un formulaire qui est disponible sur le site de Canada Gap directement. Donc, avec cette information-là que le BNQ va recevoir, on va être en mesure de faire une proposition de service ainsi qu'un contrat si vous acceptez évidemment la proposition de service. Donc, après la réception du contrat signé, on va ouvrir un dossier et on va être en mesure de vous assigner un auditeur qui va vous contacter pour planifier votre audit. Dans le meilleur des cas et pour bien planifier votre certification, il est préférable de nous envoyer votre demande de 3 à 6 mois d'avance pour un plus grand choix de date d'audit. Donc, si vous êtes en processus d'implantation et que vous souhaitez avoir votre certification dans 6 mois, il est possible de commencer et de faire sa demande là, dès maintenant. Les demandes de certification peuvent être reçues dans un plus court délai, mais c'est le choix des dates qui va être à ce moment-là plus restreint et ça va être fait en fonction là, des disponibilités de nos auditeurs. Pour le programme Canada Cap, il y a plusieurs productions évidemment qui sont saisonnières. Là, on parle des productions essentiellement en champ, par exemple. Les audits doivent se faire en période d'activité, de récolte, d'emballage. Donc, il faut prévoir de 2 à 3 mois avant le début de votre période d'activité pour faire votre demande. Pour les programmes ACEP et FSSC 22000, il faut prévoir un audit préliminaire qui a lieu 3 à 4 mois avant l'audit initial. Donc, l'audit préliminaire, c'est une revue documentaire des procédures et de vos plans ACEP pour vérifier que vous êtes prêt à commencer à avoir l'audit sur site, en fait. Et il va parfois avoir, dans certains cas, une visite sur site aussi à cette étape-là là, pour les programmes ACEP et FSSC. Un audit documentaire signifie que l'auditeur ne va pas vérifier si tel ou tel registre est bien complété. Il ne va pas aller questionner le personnel, mais il va s'assurer que tout est en place, que les procédures sont là, que vous avez un plan en fait. À la suite des audits, donc l'audit préliminaire ou de certification initiale ou un audit de maintien ou un audit de recertification, les non-conformités, quand vous en avez, doivent être réglées dans un délai qui peut varier d'un programme à un autre, là, mais elles doivent être réglées avant qu'on émette ou qu'on renouvelle votre certificat de conformité. Après ce délai-là que vous avez pour répondre, l'auditeur va réviser vos actions correctives. Et donc, le délai du BNQ pour émettre un certificat est de plus ou moins 6 semaines après la date de votre audit. La durée de validité d'un certificat FSSC 22000 et ACEP est de 3 ans et celle d'un certificat SQF ou Canada Gap est de 12 mois. Il y a des audits annuels qui doivent être faits pour tous ces programmes, sauf pour les programmes, les options A1 ou A2 là, de Canada Gap. Tous les audits subséquents devront être réalisés dans un délai maximum là, de 1 à 2 mois avant votre date d'expiration anniversaire de votre certificat. Vous pouvez changer d'organisme de certification en tout temps entre 2 audits dans la mesure où vos non-conformités sont fermées et qu'il n'y a pas de litige qui est en cours. Puis, si vous avez des changements à apporter à votre portée de certification, vous avez besoin d'ajouter des nouveaux produits, vous déménagez, vous agrandissez, etc., là, ces changements-là peuvent être traités dans le cadre d'un audit spécifique ou lors du prochain audit. Donc, pour la suite du webinaire, on va vous présenter d'autres programmes de certification qui pourraient être d'intérêt pour vous. Donc, tout d'abord, il y a le service de vérification d'allégations Agrocom qui permet aux entreprises d'apposer des allégations sur leurs emballages ou des mentions qui sont facultatives, comme par exemple les mentions nourris au grain et élevés sans usage d'antibiotiques, élevés sans ajout d'hormones,
le porc sans ractopamine, nourri sans sous-produits animaux, sans graisse animale, sans farine animale, etc. Donc, c'est un programme qui vise à attester que les méthodes de production de tous les fournisseurs d'une entreprise sont conformes au cahier de charges de l'entreprise et qu'elles respectent les exigences de l'Agence canadienne d'inspection des aliments qui sont spécifiées au chapitre 7 du manuel des méthodes de l'hygiène et des viandes. Donc, les programmes AgroCom, c'est des programmes privés d'attestation. Les protocoles de production sont développés par les demandeurs, mais ils sont révisés ensuite et approuvés par le BNQ. Puis, il y a plusieurs maillons, en fait, là, qui sont impliqués là, dans le programme. Par exemple, les meuneries, il y a les éleveurs, évidemment, les abattoirs et les entreprises qui font la découpe et la transformation. Donc, le rôle ici du BNQ est de faire les audits pour attester que la méthode de production de l'entreprise est conforme à son protocole et respecte les exigences de la CIA. Je vais laisser ma collègue Alexandrine vous présenter d'autres normes utilisées dans le secteur alimentaire. Oui, donc juste avant de conclure, on voulait quand même là, faire une petite parenthèse sur les normes là, qui peuvent être applicables au secteur de l'emballage. Donc, bien sûr, les programmes là, de transformation qui ont été présentés par Geneviève sont applicables au secteur de l'emballage, mais là, on parle plus du contenant. Là. Donc, si vous voulez d'autres certifications, par exemple, là, le BNQ offre la certification des chaînes de traçabilité des produits forestiers. Donc, on peut penser aux certifications, là, probablement que vous connaissez ces termes, SFI, FSC, PEFC. Donc, ce sont des normes de traçabilité qui permettent de démontrer que les produits là, sont issus de forêts aménagées de façon durable. Donc, ça peut être intéressant pour les emballages carton-papier. Au niveau de l'aluminium, le BNQ offre un service d'audit pour les normes de chaîne de traçabilité de l'aluminium selon les référentiels ESI, donc l'Aluminium Stewardship Initiative. Et finalement, là, pour ce qui concerne les produits compostables, donc le BNQ offre également une certification donc, qui est basée sur une norme canadienne qui prend là, en référence la norme ISO 17088. Donc, ça aussi, là, c'est un service qui est offert par le BNQ. Donc, c'est intéressant. Vous voyez, la portée là, de certification du BNQ est assez large. Donc, on est capable de répondre à toutes vos demandes en termes de certification. Comme vous avez pu le voir aussi dans le cadre de la présentation, le BNQ offre plusieurs certifications et des vérifications là, qui sont effectuées selon des normes reconnues. Le BNQ a plus de 20 ans d'expérience dans le secteur agroalimentaire. Nous avons du personnel qualifié. Vous avez pu le voir avec les prestations de Geneviève et d'Andréane aujourd'hui. Nous avons plusieurs auditeurs qui sont francophones. Nous sommes aussi là, en mesure d'offrir le service d'audit en anglais aux besoins. Mais sachez là, que le BNQ, comme organisme basé au Québec, est en mesure de bien vous répondre. Puis on est très proche. Donc, si vous avez des questions, vous êtes invités à nous appeler directement au BNQ et vous allez pouvoir parler à nos experts. Donc, on va maintenant passer à la période de questions. Si jamais là, on ne répond pas à vos questions ou que vous n'avez pas le goût là, de les poser en utilisant là, la place des questions, là, le Q&A, eh bien, on vous invite à nous contacter. Là, donc, pour les programmes Canada Gap, vous avez une adresse spécifique ici. Puis sinon, il y a un autre courriel là, que vous pouvez utiliser pour tout ce qui est des autres programmes au BNQ. Donc, les questions. Donc, ici, bon, tout d'abord, on a est-ce que le BNQ fait les audits dans les deux langues, français et anglais? On vient de le mentionner. Ensuite, est-ce que le ACEP s'applique aux fruits et légumes? Question pour Geneviève. Le ACEP ne s'applique pas vraiment aux fruits et légumes si on parle de culture en champ parce qu'on ne tiendra pas compte là, de tout ce qui est toutes les activités qui se passent au champ, l'application de pesticides, etc. Donc, c'est vraiment plus le Canada Gap là, qui va s'appliquer ou encore le SQF avec le code de production primaire végétale qui va s'appliquer dans ce cas-ci. Merci. Nous avons une autre question qui concerne la certification ACEP. Est-on obligé de prendre un consultant externe? Non, absolument pas. Il n'y a aucune obligation, en fait. Là. Si vous avez les ressources là, à l'interne, les ressources qualifiées, les gens qui sont en mesure de
de faire un plan ACEP, de mettre en œuvre tout ça. Il n'y a aucune obligation. Ça peut simplement vous aider si vous n'avez pas les ressources à l'interne ou peut-être aller plus vite aussi. Des fois, pour les très petites entreprises, là, comme ça demande beaucoup de temps de mettre tout ça en place, l'aide d'un consultant pour écrire les procédures et tout ça, ça peut faciliter l'implantation puis diminuer le délai en fin de compte. Là. Fait que ce serait dans ces cas-là que ce serait utile, mais c'est aucunement obligatoire. Parfait. Et ici, question peut-être plus pour Andréane dans la certification Canada Gap. Donc, il y a une section qui demande un programme ACEP. Est-ce que ça veut dire qu'on doit avoir les deux certifications séparées ou est-ce que la certification ACEP est incluse dans la certification Canada Gap? Effectivement, il y a une section là, dans le guide où on demande à avoir un plan ACEP, en fait, spécifique, adapté à l'entreprise. Mais ça, c'est seulement pour les entreprises qui demandent la certification selon l'option D, remballage, commerce en gros, courtage. Donc, elles doivent mettre en place un plan ACEP, ces entreprises-là. Mais si vous êtes dans la production et l'emballage de fruits et légumes, c'est une section qui n'est pas applicable là, à ce type d'activité-là. Merci. Ensuite, peut-être aussi pour Andréane et Geneviève, là, quelle est la limite entre ce qu'on dit produit frais et transformé? Andréane, je ne sais pas si tu veux y aller. Le produit, dans le fond, Canada Gap, c'est dès qu'il y a une transformation minimale du produit, ce ne sera pas couvert. Donc, si le produit demeure entier, il peut être lavé, trié, emballé, remballé même, ça va s'appliquer. Là. Ça va être dans la portée de Canada Gap. Mais dès qu'il y a un parage, exemple, ou coupé, effectivement, là, ça ne s'appliquera pas. Puis là, il faut aller à ce moment-là vers un ACEP ou un SQF ou un FSSC 22000 parce que c'est considéré comme de la transformation. Je ne sais pas si tu voulais ajouter d'autres choses, Geneviève. Non, c'était très clair, c'est ce que j'allais dire, surtout dans les légumes, fruits, aussitôt qu'on va les couper, les éplucher, ça va devenir de la transformation. Ouais. Parfait. Ici, on demande quelle serait la norme la plus adaptée au secteur d'abattoir avicole? Secteur d'abattoir, on pourrait y aller avec toutes les options, sauf le Canada Gap. Ça pourrait s'appliquer autant pour du ACEP, ça pourrait s'appliquer pour du FSSC 22000 ou du SQF. Je dirais que d'emblée, on voit un peu plus de SQF dans cette catégorie-là. Mais ça pourrait être applicable dans les trois cas, sans problème. Parfait. On revient au ACEP. Donc, le BNQ va mettre en place un programme pour remplacer le PASA. Oui, en effet, Geneviève, tu nous as expliqué ça. Et maintenant, ça sera basé là, sur le RSAC, le règlement sur la salubrité des aliments au Canada. La question, est-ce que le programme sera reconnu au niveau réglementaire international? Non, comme on l'a dit, notre programme de certification, même si c'est basé sur ce qui se passe dans le réglementaire au niveau de l'industrie, ce n'est pas, il n'y a pas de reconnaissance au niveau réglementaire. C'est vraiment un programme de certification volontaire. Donc, ça peut aider à démontrer que vous vous conformez au côté réglementaire, mais ça ne sera pas la même chose exactement. Nous, on est basé sur ces exigences-là. Dans le fond, le PASA, l'approche du PASA, en fait, si vous allez voir ça sur Internet, on a pris ce qui était là-dedans et on l'a transformé un petit peu sous forme auditable pour qu'on soit capable de l'auditer. Donc, mais ça sera pas réglementaire, même si c'est basé là-dessus. Super. Autre question. Pour pouvoir comparer les normes FSSC et SQF avant de choisir la norme à implanter, est-ce qu'il est suggéré d'acheter la norme ISO en ligne? Puis, est-ce que c'est possible d'avoir un résumé gratuit de la dite norme, là? Est-ce que c'est possible d'avoir un résumé? Je pense qu'il y a un endroit, mon Dieu, il faudrait valider sur le site du ISO. Je pense qu'il y a un endroit où est-ce qu'on peut avoir un petit extrait de la norme. C'est sûr que de l'acheter, là, on parle de 200 à 300 $, là, si je me souviens bien, pour l'achat de cette norme-là. Donc,
tout dépend de votre budget. Sinon, vous pouvez peut-être regarder avec un consultant qui va pouvoir vous exposer, un consultant évidemment qui est habitué de travailler avec cette norme-là, qui va pouvoir vous exposer peut-être là, des points particuliers face à votre usine, vos opérations. Là, mais sinon, c'est ça, de l'acheter, ben oui, ce serait une bonne chose, mais c'est quand même quelques centaines de dollars là, qu'il faut considérer. Juste pour le ISO 22000, il faut ajouter aussi là, le ISO TS, donc la spécification technique à ça. Pour un autre, peut-être là, autour de 150 à 200 dollars. Donc, ça fait quand même assez cher, je dirais, là, pour comparer les deux normes. Mais vous avez sûrement sur Internet, vous êtes sûrement capable de trouver des extraits, là, d'être en mesure de comparer ces normes-là. Donc, super. Je crois que ça complète les questions. Donc, plus de questions, il est midi, donc on termine juste à temps. Donc, comme on vous le mentionnait, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter directement là, pour qu'on réponde à vos cas spécifiques et en souhaitant que vous ayez apprécié la présentation. Donc, on vous souhaite une belle journée. Merci, au revoir. Merci. Merci. Bonne fin de journée.